Bonjour à tous, merci beaucoup. Du coup, pour faire la transition avec ce qui a été dit juste avant, on avait une préconisation dans le rapport du Césaire d'avoir une grande orientation dans la politique de santé dans le PRS sur la santé mentale et la santé mentale des jeunes. C'est fait, puisqu'on a bien une grande orientation dans le PRS 3, 2023-2028 sur ces sujets. Je vais détailler un peu, donc l'idée c'est de vous faire une petite présentation, alors forcément c'est synthétique, c'est pas exhaustif, mais on pourra échanger après, mais en tout cas des orientations de la politique de santé mentale de l'agence pour les prochaines années. Donc voilà. Est-ce que ça marche? Non, c'est pas là. Ah. Merci. Il y a des trucs techniques. Hop. Du coup, je suis allé trop vite. Alors, juste en deux mots, vous représentez le contexte, mais il a été bien détaillé, donc j'y reviens pas trop. Sachant que je vais parler santé mentale au sens large et pas uniquement des jeunes, hein, donc par rapport au rapport du Césaire, on va élargir un tout petit peu la focale, mais vous verrez que les sujets, finalement, et les actions, les orientations sont un peu les mêmes. Donc juste se redire en termes d'indicateurs de santé mentale dans la région, on peut regarder deux, trois choses. Le taux de suicide, comme ça a été évoqué, hein, malheureusement on est la région qui a le plus fort taux de suicide, toujours, devant les Pays de la Loire et les Hauts-de-France notamment, même si c'est à noter que depuis 5 ans, le taux de suicide diminue. Donc les actions portées depuis plusieurs décennies maintenant sur ce sujet portent leurs fruits, mais on reste malheureusement sur un taux de suicide qui est très très élevé dans la région Bretagne, un peu moins en Ille-et-Vilaine par rapport au reste de la région, mais qui est quand même important. Deuxième indicateur, c'est la consommation de psychotropes, d'antidépresseurs, d'anti-anxiolytiques. On est aussi malheureusement très très supérieur à la moyenne nationale sur la consommation de ces médicaments, donc qui est un symptôme finalement d'un mal-être potentiellement, et aussi de pratiques médicales, on pourra en reparler, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Là encore, il faut distinguer à l'échelle de la région, l'Ille-et-Vilaine est un petit peu mieux loti, en particulier le territoire Haute-Bretagne qui est celui donc du CTS. C'est moins vrai pour Saint-Malo d'Dinan où les indicateurs sont plus dégradés. Et puis un constat global, mais ça a été largement détaillé juste avant, donc j'y reviens pas, notamment sur la santé mentale des jeunes, d'une dégradation depuis 3 ans de la santé mentale, du bien-être chez les jeunes. Donc, si on devait caractériser en quelques mots les objectifs de la politique régionale de santé mentale, on pourrait retenir ces 4 mots, prévenir, repérer, prendre en charge et décloisonner. Et je vais vous zoomer un petit peu sur chacun de ces mots avec à chaque fois des exemples concrets pour dépasser les simples orientations, les envies d'action, mais avec des actions concrètes financées et sur le terrain. Voilà, donc le premier élément, évidemment, c'est de prévenir les troubles de la santé mentale. Donc, à dessein, je ne parle pas de troubles mentaux qui vont être plutôt des pathologies, mais plus largement, tout ce qui va venir troubler la santé mentale, donc cet état de bien-être qui a été défini tout à l'heure. La santé mentale, ça a été dit aussi, hein, très, très bien, elle est déterminée par une grande multitude de facteurs, individuels, collectifs, sociaux, culturels, environnementaux, etc. Et donc, dans le projet régional de santé, on a vocation à agir sur l'ensemble de ces facteurs, et sur certaines choses qui paraissent peut-être un peu éloignées de prime abord du soin, mais qui ont une importance réelle. On a parlé tout à l'heure du lien entre la nature et la santé mentale, par exemple. C'est une orientation qui figure très clairement dans le projet régional de santé et son extension de santé environnementale, avec des actions où on va par exemple aller promouvoir la végétalisation des cours d'école, les pratiques type école du dehors, où on va aussi essayer de travailler sur l'urbanisme favorable à la santé avec des financements, des formations, des accompagnements des collectivités. Donc vous voyez que cette question qu'on évoquait tout à l'heure du lien à la nature comme étant positif pour la santé mentale est bien intégrée et fait l'objet d'une attention particulière dans la politique de santé. L'activité physique aussi, on a beaucoup d'études scientifiques qui montrent très clairement le lien qu'une activité physique régulière, je ne parle pas de sport mais d'activité physique, a un impact favorable sur la santé physique évidemment, mais aussi sur la santé mentale. Et donc la politique qu'on déploie notamment sur le sport santé avec les maisons sport santé qu'on essaye de déployer sur le territoire de la région et du département, vont venir contribuer à l'activité physique, à la fois pour le bien-être physique, somatique et pour le bien-être mental. Donc il y a un milliard d'autres exemples, mais c'était pour vous donner 2-3 exemples sur comment on essaye d'agir aussi sur les facteurs extérieurs à la santé individuelle et au système de santé pour favoriser la santé mentale. Prendre soin de sa santé mentale, ça a été dit aussi, c'est aussi être capable de la conceptualiser, de la réfléchir et puis du coup de se mettre en action si on considère qu'à un moment on est en décalage individuellement sur sa santé mentale. Et donc c'est ce qu'on évoquait, vous avez évoqué aussi dans l'étude précédente, c'est les fameuses compétences psychosociales qui sont un axe majeur du projet régional de santé. C'est dès le plus jeune âge donner les clés, les moyens, les repères à nos jeunes, à nos enfants, à nos adolescents pour pouvoir conceptualiser leur santé mentale, y penser, réfléchir sur eux-mêmes et agir si besoin.
Donc on a tout un ensemble de programmes sur ces compétences psychosociales qui sont scientifiquement probants désormais et qu'on déploie notamment à l'école. On peut penser, donc, je vous ai cité comme exemple le programme Unplugged, qui est sur une entrée des addictions, mais qui touche à la santé mentale le plus largement. On a parlé récemment dans les médias de harcèlement scolaire avec la logique de cours d'empathie. On est aussi finalement dans l'acquisition de ces compétences psychosociales. On a peut-être à noter aussi à l'échelle du département une expérimentation de passeport de promotion de la santé. L'idée, c'est d'avoir un parcours d'acquisition de compétences en santé au sens large de la petite enfance, donc dès l'entrée en maternelle jusqu'à la sortie du lycée, avec un espèce de passeport qui vous suit tout au long de votre scolarité, avec des étapes à cocher et qui permet de construire des connaissances, on a perdu l'image, sur le sujet. Le support a disparu, Magali. Donc voilà, vie affective et sexuelle, on a addiction, etc. Tous ces sujets, l'idée c'est de donner les clés aux jeunes, à l'école notamment, mais aussi en dehors de l'école, pour pouvoir prendre soin de leur santé mentale tout de suite, et puis pour leur vie d'adulte futur. Vous dire aussi, évidemment, c'est important, je l'ai mis dans le cadre de la prévention, mais c'est plus large, on n'est pas égaux face à la santé mentale, il y a des inégalités sociales et territoriales en santé mentale aussi, et on sait pertinemment que pour les populations en situation de précarité, par exemple, la santé mentale est un enjeu encore plus prégnant, avec des facteurs qui vont rendre plus difficile l'accès au bien-être, à la santé mentale, et puis aussi des difficultés d'accès, par exemple, au système de soins. Donc on aura des dispositifs qui sont dédiés, spécifiques pour ces populations plus fragiles. Voilà, je prends l'exemple des populations précaires, mais on pourrait en prendre d'autres. Et puis on a un enjeu global d'information, donc les semaines d'information santé mentale, les conseils territoriaux de santé dans leurs compétences de débat public comme aujourd'hui, tous ces éléments viennent aussi contribuer. Il faut parler de santé mentale, il faut déstigmatiser le sujet pour que chacun puisse prendre soin de sa santé mentale. Donc, un enjeu majeur de prévention que je vais rapidement balayer, mais qui est bien plus dense et touffu que ce que je vous présente aujourd'hui. Au-delà de la prévention, l'enjeu suivant, c'est de pouvoir repérer le plus vite possible les troubles éventuels de santé mentale pour les prendre en charge le plus précocement possible et donc avoir l'impact le plus fort et éventuellement aller vers un rétablissement le plus rapide possible. Pour ce faire, on a plusieurs typologies d'actions, mais en fait, ce qu'il faut concevoir, l'idée, c'est de réussir à déployer à l'échelle de la société un réseau vraiment qui repose sur tous les acteurs de la société, les élus locaux, les bailleurs, les enseignants, les policiers, les soignants, etc., tout ce que vous voulez, qui sont en capacité de repérer des signes de troubles de la santé mentale et d'orienter rapidement, pas de prendre en charge à la place des professionnels, on est d'accord, mais d'orienter, d'accompagner vers un recours aux soins si besoin. Donc on a un ensemble d'outils pour ce faire, on a des outils de formation au repérage des signes de détresse de santé mentale, les formations de premiers secours en santé mentale qu'on essaye de déployer largement, parfois par incitation, parfois en finançant directement, notamment pour les populations précaires ou les étudiants. On a des expériences qui se montent dans le cadre des contrats locaux de santé. Je vous ai cité le pass secourisme à Vitré Communauté. Je sais que la chargée de mission est quelque part dans la salle, elle pourra vous en parler si vous voulez. Voilà, c'est des exemples, mais l'idée, c'est que tout à chacun ait quelques clés de lecture pour pouvoir voir chez son voisin, son ami, son client, etc., s'il y a quelque chose qui semble être en décalage, une difficulté de santé mentale, être capable d'orienter. L'idée, c'est aussi de mailler le territoire très largement de points d'écoute, par population le plus souvent. Donc on a parlé des PAEJ pour les jeunes, on a la Maison des femmes qui se monte à Rennes Métropole qu'on inaugure cet après-midi, vous avez la Maison des adolescents, etc. Tous ces dispositifs sont là aussi pour être des portes qu'on peut pousser, quelle que soit la raison pour laquelle on pousse la porte, mais qui vont ouvrir aux discussions sur la santé mentale si besoin. Des dispositifs de surveillance active, là, par dissociation d'une formation un peu généraliste où tout le monde peut avoir quelques clés de lecture. Là, on va vraiment être sur des réseaux de veille très actifs et des gens très formés. On peut penser par exemple au dispositif Sentinelle qui est déployé sur Redon Agglomération et le Pays de Brocéliande. Donc là, c'est plutôt milieu rural, initialement en destination du monde agricole, mais c'est élargi, d'avoir des gens qui sont très formés à ces sujets-là et qui sont en capacité de faire le lien directement avec les professionnels de santé. Et puis, on a l'expérimentation Vigimentale, mais M. Gilbert vous en parlera après. Et puis, évidemment, la formation des professionnels de santé somatiques, notamment les médecins généralistes, qui ont vocation à traiter la santé mentale et dont il faut les former parce que parfois ils se sentent démunis par rapport à ces problématiques. Donc il faut leur apporter les outils et les connaissances pour ce faire. Donc prévenir, repérer,
Et une fois qu'on a repéré éventuellement des troubles de la santé mentale, il faut évidemment les prendre en charge si c'est nécessaire. Et donc là, plusieurs axes de travail aussi. Le premier, c'est faciliter l'accès aux soins de psychologie en ville, avec plusieurs axes. Donc on travaille, l'agence développe des dispositifs de soins de psychologie qui sont ouverts à tous, qui sont financés. On peut penser donc la maison des adolescents que j'évoquais. On a des dispositifs qui sont associatifs aussi. Par exemple, le bureau d'aide psychologique pour universitaire, donc pour les étudiants. Voilà, vous avez un ensemble de dispositifs qui vont offrir des soins de psychologie à certains publics. Et l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est aussi de solvabiliser l'accès aux soins de psychologie de ville. Vous savez que les soins de psychologie ne sont pas remboursés, il n'y a pas de conventionnement entre les psychologues et l'assurance maladie. Donc il y a un dispositif qui s'appelle Mon Psy. Sur base de volontariat, les psychologues de ville peuvent s'inscrire dessus et ça ouvre le droit au remboursement de certaines consultations dans certaines conditions. C'est un sujet qui fait l'objet de débats avec la profession, très clairement, on pourra y revenir, mais malgré tout, c'est quand même un dispositif, une ouverture sur une prise en charge financière de soins de psychologie en ville. L'offre de psychiatrie, plutôt hospitalière cette fois-ci, il faut la conforter et l'adapter à des besoins qui évoluent, qui émergent. Je vous ai cité quelques exemples de création de nouvelles activités. On parle beaucoup des difficultés de la psychiatrie, mais il faut aussi dire ce qui marche bien et ce qui est créé, ce qui évolue. On a des nouvelles offres qui ont été déployées sur le territoire. Je vous ai cité la pédopsychiatrie à Saint-Grégoire, un hôpital de jour sur les troubles de la conduite alimentaire qui est porté par le CHU et le CHGR, l'unité parents-bébés du CHGR qui est en voie de développement aussi. Donc voilà, ce sont des nouveaux services, des nouvelles offres de psychiatrie, de prise en charge qui se déploient sur le territoire et qui correspondent à des nouveaux besoins. Si on prend notamment les TCA, les troubles de la conduite alimentaire, suite à la crise sanitaire en particulier, on a vu malheureusement une épidémie d'anorexie mentale et donc ce type d'offre a vocation aussi à répondre à cette évolution du besoin. Et puis, bon ça je ne détaille pas trop, on a une réforme en cours du secteur de la psychiatrie avec certains enjeux sur la prise en charge. L'idée, c'est aussi de transformer les modalités de prise en charge et d'aller notamment vers plus d'interventions précoces. Plus vite on intervient sur un trouble de santé mentale, mieux il est pris en charge, plus vite, plus facilement on peut tendre vers le rétablissement. Donc on a un développement assez fort depuis quelques années de dispositifs mobiles. On peut penser à des unités d'intervention précoce comme le CHGR déploie sur le territoire, mais des dispositifs aussi un petit peu nouveaux. Alors je vous en ai cité un, Émile, qui est un dispositif sur les troubles du Diogène dans le cadre de l'habitat indigne. Enfin, c'est un exemple un peu précis. Vous avez des équipes mobiles sur la psychiatrie de la personne âgée, etc. Et puis, c'est bien d'avoir une offre de soins pour les personnes qui ont un trouble de santé mentale, mais il faut aussi qu'elles soient accompagnées, elles et leurs familles, leurs aidants, dans la vie avec leur maladie, si on est bien sur une maladie. Et donc on accompagne, on finance aussi tout un ensemble d'outils qui sont pour accompagner le malade dans sa vie, pour qu'il gère sa maladie et ses impacts sur sa vie sociale, et pour ses aidants. Donc vous avez notamment les groupes d'entraide mutuelle qui sont largement financés par l'agence dans la région. Prévenir, repérer, prendre en charge. Et le dernier enjeu majeur, c'est de décloisonner les interventions en santé mentale. Comme dans d'autres secteurs, on a parfois tendance en France et en région à traiter la pathologie psychiatrique, mais pas ce qui se passe à côté, la pathologie psychiatrique, pas le soin somatique, etc. Donc il faut qu'on arrive à décloisonner un peu tout ça et à sortir même le système de soins uniquement d'une vision de soins. On a parlé beaucoup d'intrication des facteurs de santé mentale, donc il faut aussi que le soin se rencontre avec le social, le handicap, la ville, etc. etc. Donc deux outils principaux pour ce faire, les projets territoriaux de santé mentale. Donc on a un PTSM en Ille-et-Vilaine, je ne détaille pas, il va être présenté très largement après. Mais donc vous verrez que l'ambition c'est vraiment de décloisonner, de construire des ponts et des projets qui permettent de croiser les interventions. Et à un niveau plus local, vous avez les conseils locaux en santé mentale qui se déploient, qui réunissent les acteurs de la psychiatrie, les élus locaux, les usagers, les associations notamment, mais tout un ensemble, les professionnels de santé évidemment, d'autres acteurs, et qui ont vocation à l'échelle de chaque territoire de faire un petit diagnostic et puis ensuite de construire des actions spécifiques. On a aujourd'hui 2 conseils locaux en santé mentale en Ille-et-Vilaine, un sur le pays de Saint-Malo, un sur Rennes, et on en a 3 qui vont démarrer tout début d'année prochaine. Un qui va couvrir Vitré-Fougères, un autre pour Brocéliande et un autre pour Redon agglomération. L'ambition évidemment c'est de couvrir à terme tout le département. Et puis peut-être aussi évoquer des dispositifs intersectoriels de prise en charge qu'on essaye de travailler de plus en plus. Donc je ne reviens pas sur le dispositif Émile, mais on pourrait aussi penser par exemple aux appartements de coordination thérapeutique Un chez soi d'abord, qui vont venir croiser les interventions du social et de la psychiatrie et de la dictologie pour des personnes qui sont à la rue. Voilà, c'est un exemple concret d'univers qu'on vient recroiser pour avoir une prise en charge la plus complète possible.
Et pour finir, je voulais juste faire un tout petit zoom sur la politique dédiée sur le suicide. On l'a dit plusieurs fois, on a malheureusement un triste record en Bretagne sur ce sujet. Donc on a, dans l'ensemble de la politique de santé mentale, au-delà des approches populationnelles sur les jeunes également et sur les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, on a une politique dédiée sur la prévention du suicide, qui va réutiliser à peu près les mêmes logiques d'action que ce que je vous ai présenté dans l'ensemble, mais avec des outils spécifiques. Donc on a toujours cet enjeu de repérage rapide des risques suicidaires, donc avec des formations dédiées, avec tout un ensemble de formations qui sont déployées sur le territoire. On a aussi un enjeu à suivre et à prévenir la récidive de tentatives de suicide. C'est malheureusement souvent un enjeu important. On a une personne qui fait une tentative. Fort heureusement, ça ne va pas au bout, on la prend en charge, mais si on la perd de vue, on a un risque de récidive. Donc c'est le dispositif Vigilance qui est largement déployé dans la région maintenant, qui permet de faire un suivi attentif des personnes qui ont fait une tentative de suicide. Éviter les phénomènes de contagion suicidaire aussi. Malheureusement, quand un épisode de suicide intervient, il peut y avoir contamination de la cellule familiale, des aidants, etc. et avoir d'autres épisodes de tentatives de suicide. Donc c'est quelque chose qui est pris en compte dans les politiques. On a déployé depuis maintenant un peu plus d'un an la ligne dédiée téléphonique, donc la ligne de secours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 3114, qui est géré, donc qui est national, mais qui est géré pour l'un de ces trois pôles à Brest. Donc, puisque la région était assez motrice sur ces sujets-là, on a souhaité aussi être l'un des porteurs nationaux sur le sujet. Et puis des formations spécifiques des professionnels de santé, notamment des médecins généralistes sur le suicide, et des informations et campagnes de prévention aussi dédiées sur ce sujet. Voilà. Et normalement, j'ai fait le tour. Voilà. Donc, rapidement présenter les grands enjeux, les grands axes de la politique régionale de santé mentale. Évidemment, c'est parcellaire, c'est rapidement balayé, mais ça vous donne quelques clés de lecture. Je veux bien qu'on l'applaudisse aussi, comme les précédents orateurs. Merci. J'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un voulait réagir déjà. Alors, ça va être compliqué de donner le micro dans le milieu de la salle. Alors, oui, moi je voulais réagir parce que moi j'ai ma fille qui est malade depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, elle a des gros soucis de santé. Impossible d'avoir de rendez-vous pour revoir son traitement. Pas avant le mois de décembre, voire janvier, voire plus. Alors comment on fait? Alors avant, elle était suivie au centre médico-psycho. Et donc aujourd'hui, on nous dit d'aller voir des psychologues. Mais pour 15 minutes, elle prend 45 €. Donc, je ne sais pas, mais c'est pas possible. Donc, je me dis, elle a plein d'effets indésirables, puisqu'à l'âge de 13 ans, elle a 40 ans aujourd'hui, elle souffre énormément, puisque les médicaments soignent d'un côté, mais de l'autre côté, elle est en grande souffrance sur beaucoup de choses au niveau de son corps. Comment je dois faire? Je ne sais plus vers où me tourner, parce que personne ne peut la prendre. C'est toujours délicat Moi, de commenter si ça situation continue, individuelle, mais... si personne ne me prend, si ça continue, j'ai plus qu'à me suicider. Voilà. Tellement elle souffre. Donc évidemment, je n'ai pas de réponse précise sur une situation individuelle parce que je ne suis pas médecin et que je ne connais pas la situation. Mais donc il y a des acteurs qui sont chargés de coordonner le parcours de santé. Donc déjà, peut-être qu'elle est suivie par un médecin généraliste, c'est comme le premier interlocuteur. Donc après, il y a des endroits où vous pouvez avoir accès à un appui pour trouver un accès aux soins, mais ça, c'est de l'individuel lié à votre implantation sur un territoire. Donc ça, je vous propose qu'on en parle plutôt à part. Oui. Mais... Vous habitez où, madame? Oui, je veux bien... Non, attendez, excusez-moi. On continue, excusez-moi. Oui, je vous laisse la parole juste après. Vous habitez où? À Rennes. À Rennes, d'accord. Ok, c'est pour savoir, parce que là, vous nous parlez aussi de désert médical, alors, si je comprends bien. Oui, et puis il y a des questions d'accessibilité financière. Il y a des psychologues sur Rennes qui sont conventionnés dans le dispositif Mon Psy. Oui, il faut aller voir ceux qui sont conventionnés. Enfin, je vous propose d'en reparler ça après, parce que c'est une situation individuelle particulière, mais il y a des endroits où on peut vous orienter. Ok, on va Monsieur Le Goff va discuter avec vous. Oui, madame. Oui, madame Hennequin, je représente la délégation UNAFAM 35, parents de proches qui vivent avec la maladie psychique et handicap psychique. Je prends la parole à ce moment-là en réponse à la dame
parce que effectivement, le parcours pour votre proche est très compliqué. Il l'est également pour la santé mentale de l'aidant familial qui essaye de pousser des portes, qui essaye par lui-même de rendre cohérent l'accompagnement de son proche dans ce parcours de soins où on peut qualifier cette personne, et je vous le dis pour l'avoir vécu personnellement, de patate chaude parce qu'on se renvoie d'un service à un autre. Exemple, maladie psychique et addiction. C'est pas nous, c'est vous. C'est pas nous, c'est vous. Et ça dure dans le temps. Le psychologue, allez voir en libéral. L'équipe mobile du secteur d'hospitalisation qui pourrait évaluer à domicile, nous ne pouvons pas intervenir, il nous faut un médecin psychiatre, une prescription. Le médecin psychiatre, il n'y en a plus dans le CMP depuis plus de 6 mois. Donc, les proches aidants, effectivement, arrivent eux-mêmes à des situations de dégradation de leur propre santé mentale pour des problèmes de coordination, de communication entre services soignants. Et je vous interpelle là-dessus parce que la situation est grave sur ce sujet. Pour avoir consulté un cabinet médical et fait, j'ai envie de dire, une petite enquête personnelle auprès de médecins généralistes sur ce qu'ils savent des hospitalisations de leurs patients en psychiatrie. Bien entendu, former les médecins généralistes sur l'approche santé mentale, la question santé mentale. Mais s'il vous plaît, formez aussi les médecins psychiatres à venir vers la médecine généraliste, à parler avec eux, à se coordonner avec eux. Il y a des médecins généralistes qui ne savent pas que leur patient a été hospitalisé en crise, sans consentement, retour à la maison, et qui n'ont même pas un bilan de l'hôpital psychiatrique qui donne quelques éléments de cette hospitalisation et qui éclairerait bien le médecin généraliste. Alors c'est toute cette chaîne qui ne fonctionne pas. Je ne dis pas que c'est partout, mais c'est quand même très visible et il y a énormément de proches aidants qui sont quand même des maillons indispensables dans l'accompagnement de proches atteints de pathologies psychiques, puisque c'est durable et c'est, j'ai envie de dire, toute la vie. Donc, du coup, si ce système de soins nous prend aussi, nous, pour des patates chaudes, qu'on nous renvoie aussi de droite à gauche, alors là, moi, c'est un cri de colère. Ça ne va pas. Voilà. Merci pour votre témoignage. Vous avez raison, hein, la coordination des soins et des interventions dans le chapitre décloisonné, je suis passé assez vite, mais c'est un enjeu important. C'est très variable d'un territoire à l'autre, ceci dit, hein, il ne faut pas non plus généraliser, il y a des endroits où ça se passe mieux, etc. Donc il y a un enjeu de lien entre la psychiatrie, la psychologie, la médecine de ville, c'est certain. Il y a des constructions qui se mettent en place, ça s'appelle les CPTS, bref, des associations des professionnels sur un territoire qui permettent de créer ces liens, mais ça n'a qu'un an et demi, 2 ans d'existence, et petit à petit, ça crée ces ponts, et ça va faciliter les choses. Il y a aussi les outils de transmission des informations, les outils numériques, pour que le bilan, justement, que vous évoquez, arrive bien dans la boîte mail du médecin généraliste, et puis qu'il y ait vraiment de l'échange entre ces professionnels. Donc ça va... Mais c'est un travail long, en effet. On a quand même une habitude française depuis des décennies de cloisonnement par spécialité, et petit à petit, on essaye de casser ces frontières et de créer des ponts, mais on touche aux pratiques professionnelles, et c'est des choses sur le temps long. J'ai bien conscience que le temps long que j'évoque est celui des malades et de leurs aidants qui vivent leur maladie au quotidien, et pas tout à fait sur la même temporalité, hein, ça on le sait. Mais voilà, la perspective, c'est celle-ci, c'est de casser ces barrières avec des outils et des endroits où ces gens se parlent et se coordonnent. Ok, ben, je conclurai tout à l'heure sur ce débat-là, mais merci pour vos questions. Alors, il y avait une question là, non, une question là, puis on arrêtera, il ne nous reste que 3. Et on laissera un petit peu la parole aussi aux visio. Il n'y a pas de main levée, donc pour l'instant, ils savent, je suppose qu'ils peuvent cliquer sur main levée s'ils veulent intervenir. Donc, en visio, merci d'être là avec nous aussi. On sait que vous êtes là, on ne vous oublie pas. Voilà. Donc, question... Non, c'est juste un complément, puisque je représente aussi l'UNAFAM, c'est...
ce qui vient d'être décrit est une réalité. On sait aussi, parce que ça c'est aussi ce qui ressort beaucoup chez les adhérents de l'UNAFAM, c'est ce qui est insupportable, c'est qu'on n'a pas le sentiment que sur tout le territoire, les choses se passent de la même manière. On a parfois le meilleur, je ne vais pas le dire, il y a des endroits où ça se passe très très bien, et puis on a des endroits où il ne se passe rien, où la coordination est totalement inexistante. Et donc je pense qu'il faut aussi travailler, y compris dans les établissements, parce que bon, tu as mis en cause, Annette, indirectement le CHGR. Il y a aussi des endroits au CHGR où ça se passe très très bien, où il y a une véritable volonté de travailler aussi entre psychiatres et médecine de ville. Voilà, donc pas que le propos de l'UNAFAM soit un propos unilatéral, mais il faut travailler à ce que vraiment il y ait une harmonisation sur l'ensemble du territoire, parce que ça c'est insupportable pour les familles de constater que les prises en charge peuvent être différentes selon l'endroit où on habite. Bien, merci pour vos 2 remarques. Du coup, j'avais dit 3 questions, mais il y en a une 4e, parce que le directeur du CHGR est parmi nous. Alors là, je passe la parole à M. Boulou, député de la République, et sur notre territoire du CTS, et qui est membre du CTS. Oui, merci. Et tout d'abord, un grand merci au CTS d'organiser cette demi-journée. Moi, je voulais juste réagir pour essayer de vous offrir un éclairage national, et puis réagir par rapport, justement, c'est très intéressant, aux témoignages qu'on a pu avoir suite à votre intervention. On voit que on a et je crois que on est de plus en plus conscient, un problème national sur la santé mentale. Comment remettre des moyens et des dispositions aussi qui soient un peu égalitaires au point de vue national. Je crois que ça a été dit par quelqu'un, parce qu'au-delà de ça se passe bien ici et ça se passe mal là, il faut vraiment un grand plan national sur ces points. Et ça a été dit par monsieur Le Goff. Je pense qu'il faut se fixer un objectif de zéro contention, zéro isolement, en fait, avec voilà, un développement de l'ambulatoire, un parcours de soins qui soit vraiment uniforme, un peu partout, je dirais même en France. Donc moi, je voulais juste vous témoigner que c'est un sujet qui commence à se lever à l'Assemblée nationale. Également, moi, je suis persuadé qu'on va avoir dans les mois prochains forcément un texte qui sera examiné à l'Assemblée. Bon, il se trouve que mon groupe politique vient de faire une proposition, et j'en ai quelques exemplaires, donc si ça intéresse, sur une proposition de loi visant à prendre 10 grandes mesures pour la santé mentale. Mais au-delà de ça, c'est une contribution pour que ça puisse être repris, parce que je crois que c'est un sujet transpartisan qui peut vraiment rassembler largement les groupes politiques pour voter un texte dans une assemblée où, vous le savez, il n'y a pas de majorité. Donc on travaille justement à ces propositions qui partent d'un point, et je pense que ça a été aussi dit, même si tout le monde ici, et notamment les professionnels de santé, y travaillent, c'est qu'on manque, peut-être il y a un manque de moyens au départ, et il faut qu'on travaille sur le long terme. Et donc une partie de notre proposition est justement de faire voter une loi de programmation de la santé mentale sur 5 ans, pour qu'on ait une visibilité. Et pour qu'après, en fait, tout ça soit décliné et que les cas individuels soient mieux traités. Mais je crois qu'on ne peut plus être avec des bouts de ficelle et avec la bonne volonté de chacun et chacune sur le territoire. Moi, j'ai pu récemment, je vois M. Bénard, mais je crois qu'il va intervenir après, visiter l'hôpital Guillaume Régnier. Et on voit bien, il y a une très grande diversité, notamment dans les bâtiments, j'ai pu le voir, entre ce qui va être inauguré prochainement et les anciens bâtiments. Et donc on sent qu'il y a vraiment un besoin de mettre des financements, y compris via l'ARS. C'est prévu. Voilà, je crois que je fais passer le message également. Donc voilà le point que je voulais intervenir. Et puis vraiment, merci pour ces témoignages, parce que ces témoignages de territoire, ils nous sont utiles à nous, parlementaires, pour justement mieux construire la loi avec les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc je suis à votre disposition, c'est facile de trouver mon contact sur Internet, évidemment, puisqu'on a tous des adresses publiques pour continuer à parler de ces sujets. Mais bon, je suis en contact avec M. Bénard, je suis en contact avec M. Gilbert, je suis en contact avec M. Le Goff. Voilà, on travaille, mais au-delà de ces contacts institutionnels, n'hésitez pas à apporter vos témoignages. Voilà, je voulais m'arrêter là. Merci.
contact, c'est Michael Boulou. Je ne fais pas du prosélytisme, mais c'est son contact qu'il ne vient de pas citer. Alors, le département. Oui, donc le département, moi j'interviens plutôt en tant que conseillère départementale déléguée à la santé mentale. Alors c'est vrai qu'après tous ces témoignages douloureux, je voulais effectivement donc dans le cadre de notre projet de mandature, notre contrat de mandature, donc qui a été signé l'an dernier, nous avons affirmé effectivement donc la promotion du bien-être et prendre en considération la santé mentale dans toutes les politiques départementales et aussi en lien donc avec le projet territorial de santé mentale. Et je voulais remercier vraiment le Césaire pour son étude très riche, pleine vraiment des auditions très inspirantes. Je pense que pour un élu, il y a encore une grosse confusion entre la santé mentale et les troubles psychiques. Et je pense que là, il y a un gros travail à faire, effectivement, à travers peut-être les contrats locaux en santé mentale. Mais vraiment, merci pour le travail que vous avez fait. Et je pense que c'est un ouvrage, enfin une étude à recommander à beaucoup d'élus. Merci. Oui, pardon, juste un dernier petit message. En fait, c'était par rapport au financement en fait, des GEM au sein de... par le biais de l'ARS. Donc, je suis coordinatrice au sein d'un GEM, et en fait, c'était pour soulever juste en fait qu'on dépendait bien du dispositif national en fait de la loi 2005 en fait, et donc on était financé en partie par l'ARS, mais concrètement, ça n'est pas viable en fait. Sur notre budget en fait, l'ARS nous finance à 60% à peu près. Donc, on a la chance aussi, quand on sollicite en fait d'être financé aussi par le contrat local au niveau du département. Mais en tout cas, c'était aussi un appel parce qu'on a besoin de plus de soutien en fait pour pouvoir développer ce dispositif et vraiment répondre aux besoins en fait, des adhérents sur la santé mentale. Juste un élément d'éclairage, le temps que le micro circule. Sur le financement des groupes d'entraide mutuelle, en effet, il y a une part ARS. C'est prévu par les textes que l'ARS ne soit pas le seul financeur parce que sa vocation est d'être multipartenariale. Donc c'est normal qu'on ne finance pas uniquement. C'est plusieurs millions d'euros à l'échelle de la région quand même, donc c'est pas une goutte d'eau dans la mer. Et ça a été renforcé récemment et ça va encore être renforcé dans les prochaines années et les prochains mois. Monsieur Bénard, directeur du CHGR. Oui, je ne vais pas beaucoup, bonjour à toutes et tous, je ne vais pas utiliser beaucoup de temps, mais l'établissement que je dirige et que j'ai le grand plaisir de diriger, ayant été cité, je ne peux pas m'empêcher d'apporter quelques éléments de réponse. Le CHGR, c'est 2557 professionnels, une centaine de médecins et 30 000 patients vus chaque année. Une quarantaine de structures sur le territoire. Donc j'ai peine à penser que la population soit abandonnée de manière systématique. Maintenant, il est évident, comme ça a été dit, qu'il y a des endroits où ça fonctionne vraiment très bien, d'autres endroits où c'est largement perfectible. Je voulais dire également que la psychiatrie, dans sa discipline, déjà ne peut pas tout faire. Quand on parle de santé mentale, on l'a vu dans le cas de la présentation des travaux du Césaire, il y a énormément de facteurs qui conditionnent la santé mentale. Nous, on arrive un petit peu finalement en matière de prévention, mais aussi en matière de bout de chaîne, c'est-à-dire quand les troubles sont avérés, il faut véritablement qu'on engage une réflexion beaucoup plus globale sur la façon dont on peut prévenir les troubles. Ça a été présenté avec brio, je ne vais pas revenir là-dessus. Simplement préciser que la psychiatrie est probablement la discipline médicale qui est la plus territorialisée, la plus en lien avec les populations, avec les collectivités locales, avec les territoires, avec la médecine de ville. On est répartis par l'intermédiaire de la sectorisation sur l'ensemble de nos centres médico-psychologiques, une quarantaine à peu près de structures extérieures sont en lien avec le terrain. Le projet territorial de santé mentale va être présenté, je vais pas venir, mais c'est pas précisé, mais c'est véritablement quelque chose qui est exclusif en matière d'organisation et de partenariat entre l'hôpital et l'ensemble des autres intervenants. Nous avons des médecins qui sillonnent, et d'autres paramédicaux notamment, qui sillonnent l'ensemble des territoires, qui vont au-devant de l'ensemble des structures. Donc on essaie au maximum de couvrir les besoins qui ont été cités. Maintenant, on fait avec nos moyens, on fait avec l'hôpital public tel qu'il est actuellement et dans l'état dans lequel il est actuellement, en déployant des politiques pour recruter des médecins, pour les fidéliser, en recrutant des paramédicaux, des psychologues, en les fidélisant, en les déployant sur le territoire. Mais c'est vrai qu'on est un peu dans un fonctionnement, d'une certaine manière, en fonctionnement mode de crise. Donc je remercie aussi l'intervention du député Michael Boulou par rapport à son engagement. On attend aussi une grande loi structurante
pour la santé mentale. Et là, évidemment, je ne parle pas spécialement de Guillaume Mailly, mais de l'ensemble de la profession. Merci. Merci bien. Écoutez, si vous voulez, on va clore cette partie.